Jean Margat, après 65 ans de carrière, ou à peu près, vous nous laissez une œuvre importante et nous avons souhaité marquer un peu ce souvenir d'une façon un peu plus vivante pour les futurs hydrogéologues et même les hydrogéologues actuels. Alors, ma première question était, au cours de votre carrière, quels sont les grands tournants de notre discipline, l'hydrogéologie? Oui, quand je regarde de manière rétrospective ma propre carrière, qui a été jalonnée par un peu l'histoire de l'hydrogéologie en même temps, pas seulement de moi, j'ai pensé qu'on pouvait résumer en trois grandes étapes, trois grandes phases, que je désigne par trois verbes, c'est-à-dire le premier c'est prospecter, le second c'est évaluer, et le troisième gérer. Et ça résume un petit peu l'évolution des tendances de l'hydrogéologie, pas seulement de ma propre carrière. Alors la première phase, c'était prospecter, et là on fait vraiment du terrain, la recherche des points d'eau, l'observation de la géologie. Là on est vraiment essentiellement géologue dans cette première phase. En fait c'est une variété de prospection minière, de prospection de l'eau. Et le but c'est d'implanter, donc faire la recherche des productivités. Le mot ressources n'existait pas encore, on ne s'en préoccupait pas. Il s'agissait de trouver de l'eau, comme selon l'expression vulgaire, et être un peu un sourcier scientifique. Parce que beaucoup de gens nous posaient des questions à l'époque. Tous les gens cultivés pensaient qu'on était une sorte de sourcier. Et là, il s'agissait de relever tous les points d'eau, faire tout ce qu'on appelle les inventaires, observer la géologie. Je m'étais beaucoup passionné pour le quaternaire à l'époque, parce que c'était dans le quaternaire qu'il y avait les aquifères. Mais enfin, autour, il y avait du paléozoïque, du jurassique dans l'Atlas. Enfin, on restait quand même assez géologue dans la vie. Alors ça, c'était la première époque. La seconde époque, je l'appelle évaluer, il s'agissait, enfin, on commençait à avoir compris une chose, c'est que l'eau qu'on pompait dans un puits, c'était pas de la ressource, c'était de la production. Donc on a commencé à comprendre qu'il fallait évaluer les ressources, que les ressources n'étaient pas indéfinies, qu'il fallait donc les chiffrer, plus ou moins grossièrement, et donc c'était la seconde phase, et on a commencé à se poser des questions. D'où vient l'eau et où elle va dans les systèmes aquifères, qu'on commençait à appeler. C'est l'époque où d'ailleurs on a commencé à être influencé par l'analyse des systèmes, qui devenait à la mode. D'où le concept de système aquifère, d'analyse de ces systèmes, donc et de devenir un peu plus hydraulicien. Sans abandonner la géologie, on devenait plus hydrologue déjà. Donc il s'agissait à la fois de comprendre et de chiffrer. Donc c'était le début des bilans, des comptes de l'eau, en n'étant pas dupe de l'exactitude de tous ces chiffres, mais quand même, on avait le souci de la cohérence des chiffres, autant que de leur exactitude. Et ça, c'est d'ailleurs ma première publication que j'ai présentée au congrès d'Alger en 1952. Oui, on commençait déjà à être un bilan et une carte. Et après toute ma vie, j'ai tout le goût à la fois des comptes et des cartes. Donc ça, c'est un peu la deuxième phase, donc évaluer les ressources, chiffrer. Et dans ces régions semi-arides du Maroc, où je travaillais encore à cette époque-là, plus tard en France, on a eu le même souci de chiffrer et d'évaluer les ressources. Quand j'ai retravaillé à la deuxième époque au BRGM. Pour continuer, la troisième époque, je l'appelle gérer. Alors là, on commençait à prendre en compte ce qu'on appelle les contraintes externes ou internes. Contraintes internes, c'est-à-dire les coûts de production de l'eau qu'on a commencé à chiffrer en termes de financiers. On a même fait à l'époque une carte de coût de l'eau en France, de l'eau souterraine en France, qui était assez simple et bien sûr grossière. Mais déjà, on avait le souci de penser qu'il y avait d'autres contraintes que techniques dans l'exploitation des eaux souterraines. Et puis, il y a eu l'idée de cartographier aussi ces notions. Il y avait aussi les problèmes de qualité ont commencé à se développer aussi. C'est à l'époque, donc, j'ai proposé le concept qui avait pris corps ensuite de vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution. J'ai pensé cette formule qui était un peu simple, c'était un peu grossier. Et là aussi, on a fait une carte. J'ai eu toujours le goût des cartes encore. Elle est toujours d'actualité. On a fait une carte, une première carte de vulnérabilité des eaux souterraines de la France. À petite échelle, évidemment. Depuis, on en a fait des meilleurs et le concept a évolué, il s'est perfectionné. Enfin voilà en gros les trois grandes étapes pour résumer un peu mes impressions sur l'évolution de l'hydrogéologie au cours de presque 60 ans d'activité. Jean, vous avez commencé votre carrière en 1948 au Maroc. Oui, oui.
à la même époque ou même un peu avant, d'autres hydrogéologues célèbres aussi, comme Gilbert Castagny ou Henri Scheller, ont aussi travaillé en Tunisie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la naissance, j'allais dire, de l'hydrogéologie française? Ben, je pense qu'effectivement, le Maghreb, surtout les trois pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, ont été un peu les terrains de naissance de l'hydrologie française qui s'est développée ensuite plus tard en France, mais d'abord en Afrique du Nord, à une époque où, pour plusieurs raisons, il y avait d'abord des services géologiques qui avaient compris l'importance de l'eau, qui avaient créé des branches hydrogéologiques. Et en Tunisie, c'est Castagny qui a été directeur du service géologique, qui a donc est devenu aussi un lanceur de l'hydrogéologie tunisienne. Et il faut rendre hommage d'ailleurs au premier Tunisien, dont les noms sont tous bien connus, c'est Castagny, Scheller, Archambault, qui a créé plus tard le Urgea, et des ingénieurs des ponts qui s'occupaient beaucoup de l'eau souterraine, comme Tixeron et quelques autres. Donc la Tunisie a été vraiment le premier terrain de jeu pour rendre cet hommage. Et plus tard, il y a eu le Maroc qui a commencé dès les années 44-45. Là aussi, c'est le service géologique qui a créé une branche. C'était Bourcard, le professeur Bourcard, qui a été un des meneurs de cette création. Il raconte ça dans ses mémoires. Et donc, c'est à partir. Il y a déjà eu le premier arrivé, c'était Robert Ambrogi, puis Platar Bolelli, Stretta, Tantaz. Voilà des noms que tous des vieux camarades. Hélas, plus aucun n'est en vie maintenant. C'est triste. Mais enfin, moi, je suis arrivé donc le 4e ou 5e dans cette équipe marocaine. Alors l'intérêt de ces pays, c'est qu'on avait tout à apprendre en hydrogéologie. Tout ce qu'on avait appris à l'université et à l'école de Nancy, où j'étais, n'était quand même pas très applicable. On ne savait pas grand-chose en fait. On a beaucoup appris en travaillant sur le terrain. Et c'est ça qui nous a formés petit à petit. Donc l'intérêt, c'est que la géologie est très visible en Afrique du Nord. Elle est complexe, mais beaucoup plus visible qu'en France. Bien sûr. On apprenait mieux à comprendre la géologie en allant sur le terrain dans ces pays, notamment le Maroc, qui a une richesse extraordinaire. Il y a toute la stratigraphie complète, toutes les phases tectoniques au Maroc. C'est vraiment un terrain école, mais y compris pour l'eau. Parce qu'on avait l'eau également en zone semi-aride, comme étaient les régions surtout du sud du Maroc où j'ai travaillé. On voyait clairement beaucoup de choses, notamment les points d'eau, on avait les prospectés tous, puits, sources. Et puis il y avait les systèmes de drainage traditionnels qu'on appellerait Tara au Maroc, qu'on ne connaissait pas du tout en France. Et puis surtout, on a compris que dans ces régions-là, c'était les crues qui alimentaient les nappes souterraines. Donc on a eu tout de suite une conscience de l'interdépendance entre les eaux de surface et les eaux souterraines, qui est devenue une règle maintenant beaucoup plus développée, même dans les pays humides. Mais là, on le voyait clairement. Donc c'était une facilité pédagogique. Puis alors, en plus, on a travaillé en équipe, on s'entraidait, on avait chacun une région. Donc on se rencontrait souvent, on allait ensemble se voir des choses. Et puis les objectifs, c'était, comme je l'ai dit au début, c'était de produire, c'est-à-dire d'implanter, de fournir de l'eau. Et là, c'était l'époque où il y avait un problème d'évaluation de ressources qui est assez vite arrivé. Parce que on n'avait pas ce problème en France d'évaluer les ressources. On l'avait déjà au Maroc parce qu'on avait assez vite compris qu'il y avait des limites. Qu'on ne pouvait pas très vite toujours produire de l'eau. Les premières années, on était content de montrer qu'on pouvait pomper de l'eau et même de faire jaillir de l'eau dans quelques bassins artésiens. Mais après, on a bien rendu compte que on ne pouvait pas se développer sans limite et qu'il fallait donc aller au-delà de la prospection, d'aller à l'évaluation, comme je l'ai dit au début, des ressources. Et ça aussi, c'est un problème qui est né plutôt en Afrique du Nord qu'en France, parce qu'on avait vite compris qu'il y avait des limitations dans ces régions arides, semi-arides, et il fallait les évaluer. Donc, alors, tout ça s'est fait aussi, je l'insiste là-dessus, dans le cadre de services publics. Il y avait quelques universitaires, mais pas beaucoup, qui travaillaient sur ces sujets. Et les services géologiques ont tous fait une branche hydrogéologique, celle du Maroc où j'ai commencé. Ça s'appelait le Centre des études hydrogéologiques. Et il existe toujours, il fait partie de l'administration de l'hydraulique. Ouais. Mais au début, on peut dire aussi, c'était une école pour les Français, mais pas seulement. Il est venu d'autres Européens, pas seulement, même dans le service hydrogéologique du Maroc où j'étais, il y a eu un Turc,
un Égyptien, 2 Algériens, un Vietnamien, donc c'était pas 100% franco-français. Hein. Puis petit après, à la fin, il y a quand même eu des Marocains, et le relais s'est très bien fait. Plus tard, pendant une dizaine d'années, maintenant, il y a une école d'hydrogéologues marocains de très bonne qualité, dont j'ai eu le plaisir de rencontrer dans le voyage que nous avons fait ensemble cette année, au mois d'avril, donc à Filadette. Une question, est-ce qu'on peut dire que sous votre impulsion, la cartographie hydrogéologique est née au Maroc? On ne dirait pas jusque-là à dire qu'elle y est née, mais enfin, j'ai toujours eu la date de la cartographie, j'avoue. Oui. Dès le début, j'ai fait des cartes, et ma première carte hydrogéologique est dans les années 50, donc c'est déjà loin, de la plaine du Tafilalet au Maroc. Et puis, j'ai toujours le goût de la cartographie, notamment de proposer des légendes à la discussion pour qu'elles soient adoptées. Ouais. On en avait fait une que j'ai partagée avec Ambrogi, qu'on avait présentée au congrès d'Helsinki de l'AISH. Vous voyez, c'était pas l'AIH à l'époque. Et puis plus tard, j'ai imaginé une légende pour la France que j'ai faite, et j'ai appliqué la carte d'hydrogène de la France et le système aquifère. Donc on a très vite lié la cartographie à la modélisation. On fait comprendre que les cartes étaient, en même temps, donnaient des modèles conceptuels encore, avant la simulation, mais on a toujours relié la traduction du terrain en cartographie à l'idée de définir des modèles. Enfin, la carte était aussi un guide pour l'implantation des forages, enfin, elle devait servir à différents objectifs. Et puis très vite, on a fait des cartographies plus spécialisées que la carte hydrogéologique, notamment les cartes de qualité, les cartes de risque de pollution. Enfin, maintenant, il y a toute une famille de cartographies très spécialisées. On a même fait à une époque la carte des âges des eaux souterraines. Enfin, c'est un moyen d'expression qui m'a toujours paru important pour à la fois les utilisateurs de l'eau et les gestionnaires. Tout à fait. Alors, je dirais de la légende de la carte hydrogéologique, on va vers la terminologie et les dictionnaires. Là aussi, vous avez fourni pas mal de documents. Ben j'ai eu le goût de la terminologie, d'avoir un langage, une définition. Parce que finalement, ce que qu'on produit de nos travaux, c'est un langage. C'est de l'écrit, c'est de la cartographie, c'est des calculs, c'est des chiffres. Donc il fallait quand même avoir un souci de cohérence pour parler le même langage. Oui, tout à fait. Il y avait encore quelques défauts de ce côté-là dans les années 50. Donc je pensais que ça valait le coup, parce que ça n'existait pas de faire un dictionnaire d'hydrogéologie. J'ai commencé à le faire quand j'étais encore au Maroc. Puis plus tard, on l'a pu le terminer. J'ai voulu y associer Castanic, parce que c'était une autorité, grâce à ses 2 traités. Et donc il a été d'accord, et on a fait ce premier dictionnaire d'hydrogéologie française, qui d'ailleurs n'a pas été réécrit depuis. Il pourrait peut-être que quelqu'un le remettre à jour. Il y a sûrement matière à l'améliorer un peu. On trouve encore des références, hein. Dans les auteurs actuels, on trouve encore références Marga. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Oui, non. Non, maintenant j'avais fait un fichier complet en cherchant quels étaient les auteurs qui avaient créé les premiers termes. D'abord, le premier de tous, c'est hydrogéologie, qui a été créé par Lamarck en 1802. C'est le premier livre qui s'appelle Hydrogéologie, et lui donnait d'ailleurs un sens un peu différent. Pour lui, c'était la compréhension du rôle de l'eau dans les phénomènes qui forment l'écorce terrestre, dans tout genre, l'hydrodynamique. Mais plus tard, c'est devenu le sens science des eaux souterraines. Tout à fait. Enfin, c'est un des premiers termes. Alors j'ai cherché à voir qu'il y avait le mot nappe phréatique, par exemple, qui est encore assez répandu. Là, il a été créé par un Français, j'ai oublié son nom tout d'un coup, mais publié. Donc c'est amusant de chercher. En fait, en hydrogéologie, il n'y a pas tellement de mots savants. Non, mais... Donc c'était souvent des termes du langage commun qui ont été spécialisés pour désigner un certain nombre de choses, de phénomènes. Mais ce n'est pas une science où il y a pas beaucoup de mots savants, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Oui, Jean Marga, vous avez évoqué en début les 3 piliers de votre activité. Parmi ces 3 piliers, il y avait la prospection. Or,
Bien évidemment, pour nous qui sommes dans les sciences de la Terre, la prospection, c'est quelque chose qui nous interpelle. Il y a une certaine charge, j'allais dire, un petit peu d'aventure dans cette activité. Et bien sûr, c'est une aventure pour nous, je veux dire, qui repose sur des concepts assez solides, sur de la recherche, sur du développement. Et comme vous avez eu la chance, disons, de vivre les débuts de l'hydrogéologie, vous avez évidemment aussi vécu toute l'évolution de cette prospection. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oh, je ne voudrais pas faire un cours entier sur le sujet, mais enfin, je veux dire qu'on est passé de l'époque où on faisait beaucoup de terrain, et après on a fait davantage d'interprétation des données qu'on avait acquis. Donc on avait développé les fichiers, les cartes, et on commençait à faire déjà des calculs. Donc ça, au début, on ne faisait aucun calcul, on observait, on recueillait, on faisait ce qu'on appelait des inventaires. Plus tard, on a commencé à calculer des bilans, et petit à petit, on est arrivé à l'époque de la modélisation. Donc j'ai connu donc cette évolution des techniques de modélisation. J'ai connu l'époque où les premiers modèles n'étaient pas encore numériques, ils étaient purement en physique. J'ai connu le papier conducteur, la cuve rhéoélectrique, tous ces réseaux résistance-capacité. C'était assez drôle d'ailleurs de voir. Ça a été assez vite, hein, ça a duré pendant quelques années, on peut dire. Mais très vite, le numérique a pris le dessus avec les capacités des ordinateurs. Donc ça, là, je n'étais pas du tout spécialiste. Par contre, je suis resté intéressé par la façon de préparer ce qu'on appelle les modèles conceptuels. Et ça reste important, parce que c'est l'intermédiaire entre le terrain et après la modélisation numérique. Et donc, il restait très important de faire des modèles conceptuels justes, mais en même temps toujours simplifiés par rapport à la réalité. On a tous vécu qu'on travaille avec des simplifications finalement, que ce soit la simplification des modèles ou des cartes. Les cartes aussi, c'est des simplifications, les bilans aussi finalement. On passe sa vie à simplifier les choses pour pouvoir les appliquer. Mais il me vient une question à l'esprit, vous avez vraiment commencé, on va dire, dans les années 60, ces prospections, fin des années 50, et parallèlement, d'autres gens prospectaient évidemment dans le domaine minier, bien évidemment, mais je pense surtout aux gens qui prospectaient dans le domaine du pétrole. Or, ces gens-là s'adressent aussi, j'allais dire, à des réservoirs qui contiennent de l'huile, bien évidemment. Vous vous adressiez à des réservoirs qui contiennent de l'eau. Est-ce qu'il y a eu une synergie ou un bénéfice réciproque, j'allais dire, des techniques de prospection entre ces deux disciplines? Il y en a eu surtout quand on a commencé à travailler sur les aquifères profonds. Moi, pendant des années, je travaillais surtout au Maroc sur les aquifères des nappes phréatiques peu profondes, donc il n'y avait pas de problème du genre forage profond, géophysique. On a fait un petit peu de géophysique, mais uniquement pour essayer de trouver la topographie des substratums des nappes phréatiques qui étaient du Quaternaire, donc c'était quelques dizaines de mètres, c'était pas encore de la grande géophysique. J'en ai pas fait beaucoup d'ailleurs, un peu de sismique seulement, d'après mes souvenirs. Par contre, quand on a commencé à travailler sur les nappes profondes, là, c'était moins le cas au Maroc, sauf dans quelques bassins. C'était beaucoup plus le cas en Algérie, au Sahara, bien sûr. Alors là, il y a eu beaucoup d'interactions. Je les ai connus, moi, je n'ai pas participé directement. Enfin, là, les liens entre pétrole et hydrogéologie étaient beaucoup plus forts, ça c'est sûr. Je le sais surtout d'après la littérature, où ayant un peu participé au grand modèle qu'on a fait du Sahara septentrional. Alors là, on avait utilisé beaucoup de données pétrolières, forage et géophysique, bien sûr. Et je pense que ça a été vrai dans d'autres grands bassins du monde aussi. Donc là, il y a eu une relation certaine entre pétrole. Je l'ai retrouvé aussi lorsque, beaucoup plus tard, au Bergem, on a fait les études du grand bassin d'Arabie Saoudite. Alors là, on avait travaillé avec les données pétrolières sur les études des nappes profondes. Jean, je crois aussi que au cours de votre carrière au Maroc, vous avez été, on va dire, quelque peu novateur en matière de prospection, notamment au niveau des puits de reconnaissance et de... Bon, je ne suis pas sûr que j'ai été novateur, simplement j'ai eu le plaisir de voir vérifier après les premières études, où il s'agissait d'implanter des forages pour avoir des plus gros débits, que ça a réussi. C'est-à-dire dans ces plaines des Oasis du Tafidalet, où j'ai prospecté des milliers de puits, où on tirait un tout petit débit avec des chameaux qui tiraient des outres. Hein. C'était comme ça il n'y avait pas de pompe du tout encore à l'époque. Donc de dire qu'il était possible de pomper des gros débits, entre 50 et 100 litres seconde, c'était ce qu'on visait.
Et ça a réussi parce qu'on a eu la chance. Mon travail, c'était de les implanter, de mettre les endroits où on avait le plus de chance d'avoir des gros débits de production. Parce qu'on n'avait pas de... On avait donc basé sur les cartes piézométriques et sur beaucoup de petits forages de reconnaissance qui étudiaient la profondeur et la constitution de ces aquifères quaternaires, qui n'étaient pas très épais, hein, quelques 15, 20, 25 mètres au maximum, hein, ce ne sont pas des nappes très épaisses. Mais enfin, on a réussi, et les premiers puits ont été faits avec des techniques de puisatier, foncé carrément, ou bien alors la technique qu'on appelait à l'époque la Benotto, c'est-à-dire une sorte de gros forage, mais de gros diamètre, presque 1 mètre de diamètre. Donc on a fait comme ça dans ces oasis du sud du Maroc où j'ai travaillé. On a fait une quinzaine de puits on avait réussi donc à montrer qu'on pouvait tirer beaucoup plus d'eau dans ces nappes. Et c'est un peu après qu'on s'est dit, oui, mais attention, quelle est la ressource? Parce qu'on avait produit, et il s'agissait de savoir jusqu'où on pouvait augmenter les productions. L'objectif, c'était l'irrigation, hein, je précise tout de suite, c'était pas du tout l'eau potable. Parce que ces nappes souterraines de ces régions, elles sont toujours un peu saumâtres, il n'y a pas beaucoup d'eau potable. Et j'avais repéré, c'était un de mes petits travaux, où était l'endroit où il y avait l'eau la moins salée possible, c'était près de Rissani. Et malheureusement, on ne pouvait pas alimenter tous les villages à partir d'un seul point d'eau comme ça. C'est beaucoup plus tard, mais là je ne m'en suis pas mêlé, qu'on a créé, c'est le NEP du Maroc qui a fait une adduction d'eau potable qui vient depuis l'endroit où il y a un barrage dans le Haut-Atlas. Mais ça c'est autre chose, c'était plus mes affaires. Et donc de fait, vous étiez passé directement pratiquement de la prospection déjà à la gestion de la ressource. Ben, c'était pas tout, j'oserais pas dire gestion, je dirais plutôt exploitation. Donc il y en a fait dans presque tous les oasis du Tafet où j'ai travaillé, donc pendant une dizaine d'années. Ça s'est toujours terminé par des réalisations de forages qui pompaient de l'eau. Alors après, le problème de gestion, c'était de savoir qui allait gérer ces pompages. C'était plus mes affaires, mais enfin j'ai suivi un peu cela. Au début, c'était une gestion par des organisations publiques qui dépendaient du ministère de... C'était pas encore un ministère à l'époque, c'était encore du temps du protectorat. Puis après, ça a continué avec l'indépendance. C'était des organismes qui dépendaient de l'agriculture, qui donc ont géré ces stations. Et on avait trouvé un moyen de faire payer l'eau au prix coûtant pratiquement, d'après la dépense en gazoil de ces stations de pompage, qui n'étaient pas électriques, hein, c'était toujours... Il n'y avait pas de réseau électrifié qui permettait d'alimenter tous ces puits. Donc ça s'est fait. Plus tard, là j'étais plus dans vos affaires au Maroc, on a remplacé ça par des systèmes plus communautaires de gestion. Mais ça n'a pas toujours bien marché. Il y en a qui marchent encore, puisqu'on en a visité avec les amis cette année, hein, quand on a été au Tafitalet en avril. Mais d'autres, au contraire, ont disparu. Et il y a eu davantage de privés qui ont mis à leur tour des forages, et maintenant avec le problème de surexploitation de ces nappes. C'est le problème qu'on ne se posait pas tant qu'on pensait que l'autorité publique avait le pouvoir de savoir jusqu'où on pouvait exploiter, mais maintenant, ça n'est plus le cas. Donc il y a un excès d'exploitation, il y a un changement, ce n'est plus l'État qui finance les forages, c'est les privés, mais ils cherchent à avoir un gain rapide, et c'est surtout les émigrés qui financent les puits dans ces régions. Mais ça, c'est tout à fait une autre histoire, c'est plus la période où je travaillais. Les pompages, ils risquent d'être plus difficiles à gérer dès qu'il y en a un grand nombre d'individus, où chacun suit son intérêt local. Et c'est un coût énergétique, là, net, puisqu'il faut amener du fioul ou de l'électricité. Et puis, ça entraîne le risque de surexploitation. L'avantage de la Rétara, c'est qu'elle ne peut pas surexploiter. Elle prend ce que la nature renouvelle. Ouais. C'est comme des sources artificielles, les Rétaras. Tandis que c'est un avantage. Et en dehors de leur coût énergétique extérieur. Mais le pompage, ça voudrait dire qu'il faut arriver qu'il y ait une discipline collective de tous les exploitants de pompes qui acceptent, parce qu'il n'y a pas quand même un grand réservoir ici. C'est-à-dire le pompage permet de mieux tenir le coup en année sèche, en année humide, mais très vite, il risque de faire ce qu'on appelle de la surexploitation. C'est-à-dire de ne pas être durable.
Alors Jean, on va revenir sur une partie des thématiques de votre carrière. Donc vous l'avez caractérisé par des termes, plusieurs verbes, notamment l'évaluation, évaluer et gérer. Vous avez eu une activité d'expert auprès de la FAO, mais également auprès du Plan Bleu pour tout ce qui était eau Méditerranée. Donc sur le volet évaluation, gestion, comptabilité des ressources en eau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette activité, et on reviendra après sur les perspectives peut-être de ce type d'éléments de gestion de la ressource en eau? C'était toujours un peu de la synthèse, mais avec toujours un objectif un peu pédagogique, de faire passer des informations d'une manière compréhensible, accessible, donc toujours avec l'écriture et la cartographie. Parce que même le Plan Bleu m'a fait faire beaucoup de cartes. J'ai fait un bouquin sur l'eau en Méditerranée. Et là, ce qui a été nouveau pour moi à cette époque-là, c'est la prospective. Parce que je ne connaissais pas bien. On a commencé à découvrir les méthodes de prévision de l'avenir à assez long terme. Et puisque déjà mon premier bouquin sur le Plan Bleu, à l'époque, le Plan Bleu avait appliqué ce qu'on appelait la méthode des scénarios. Donc, était de faire des hypothèses sur un certain nombre de variables, population, développement, etc. Et ça m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. C'était aussi dans un esprit d'analyse des systèmes assez poussé au Plan Bleu. Hein. C'était très systémique. Mais enfin, là, j'ai été un peu l'homme haut du Plan Bleu et j'ai ramassé à la fois beaucoup d'informations et puis fait de la rédaction aussi de rapports et de bouquins. Et alors, comment est-ce que vous voyez l'articulation de ces bases de données qui sont à des échelles de la région méditerranéenne et par rapport à des bases de données à une échelle nationale ou régionale? Comment est-ce que c'est utilisé et par qui c'est utilisé? Je ne sais pas exactement qui utilise les statistiques de la FAO, mais elles servent surtout à fournir des tableaux mondiaux qui permettent des comparaisons entre les situations des différents pays, notamment, ça sert à calculer ce qu'on appelle les indicateurs, assez simples, assez grossiers, par exemple, quelle est la ressource par habitant, quelle est la quantité d'eau, la demande en eau par habitant. Il n'y a pas par contre beaucoup d'indicateurs économiques, financiers, c'est surtout physique, surtout. Mais enfin, c'est quand même, ça permet de faire des tableaux mondiaux, d'analyse des situations. Actuellement, donc la FAO fait un travail important de collecte de données, de critique de ces données avant de les publier, de les mettre dans la base Aquastat. Cette base est entièrement publique et accessible, donc tout le monde peut la voir. Donc je la mets à jour. Actuellement, j'ai remis à jour récemment le tableau complet des ressources en eau par habitant. Donc il y avait la discussion, qu'est-ce qu'on met comme ressources en eau, comment on définit les ressources en eau dans une base mondiale. Ça aussi, c'était un sujet qui n'était pas si simple, parce qu'actuellement, beaucoup de pays appellent ressources en eau le runoff total, c'est-à-dire l'écoulement total fourni, donc renouvelable. Donc c'est ce qu'on appelle les eaux bleues maintenant, parce qu'il y a une nouveauté qui apparaît, c'est ce qu'on appelle les eaux vertes, c'est-à-dire l'eau l'eau utile à l'agriculture qui n'est pas coulée dans les rivières et les eaux souterraines, mais qui joue un rôle utile quand même pour l'économie. Maintenant, la France en a beaucoup d'eau verte, des pays qui en ont très peu. Donc on met aussi ça maintenant dans les statistiques. Donc il y a la notion des sujets de ces statistiques, et pas simplement l'écoulement. Par ailleurs, est-ce que dire que tout l'écoulement d'un pays c'est ses ressources, ça non plus c'est pas juste. Il y a une partie de l'eau qui n'est pas disponible pour toutes sortes de raisons, économiques ou environnementales. Et ça c'est beaucoup plus difficile d'obtenir un consensus dans les définitions de quelle est la part des ressources qui est de la vraie ressource réelle. Il y a aussi le problème des eaux qui traversent les frontières. Ça aussi, quand on fait une base mondiale, c'est pas si simple de compter les cours d'eau. Il y a le risque de compter deux fois une partie des cours d'eau. Bon, la France, on n'a pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Il n'y a que les pays insulaires qui n'ont aucun échange avec les voisins. Mais il y a des pays qui ont au contraire d'énormes, dont la majorité de l'eau, prenons le cas de l'Égypte, 90% de l'eau de l'Égypte vient d'ailleurs. C'est une île, bien sûr, tout le monde le sait. Donc, comment on compte? Est-ce que si on compte toute l'eau que l'Égypte, pour l'Égypte, est-ce qu'il faut la soustraire aux autres pays? Tant qu'il n'y a pas d'accord, en Égypte, il y a un accord entre le Soudan et l'Égypte, mais l'Éthiopie n'est pas partie prenante à l'accord, donc on peut le remettre en question. C'est un exemple, mais il peut y en avoir bien d'autres dans le monde. Donc c'est pas si simple de faire des bases mondiales de statistiques sur l'eau. Donc c'est un côté qui m'a toujours intéressé, c'est la comptabilité de l'eau, finalement on y revient. C'était un aspect mondial, mais de faire des comptes de l'eau, c'est de faire des bilans.
de chiffrer tout ce qu'on peut chiffrer en matière d'eau, d'écoulement, aussi bien haute surface ou souterraine ou eau météorique, hein, enfin, de chiffrer tout ce qu'on peut faire dans le domaine de l'eau, en sachant que les chiffres ne sont pas remplaçables par des mots. Il faut quand même chiffrer les choses, même si on a du mal à trouver des bons chiffres, c'est sûr, c'est jamais facile, mais je crois que le chiffrage fait partie de la démarche scientifique, de toutes les monographies qu'on peut faire sur les ressources en eau et sur les ressources des utilisations. Donc il fallait introduire là aussi une autre analyse de système que j'ai développée un peu avec d'autres, c'est l'analyse des systèmes d'utilisation. Du prélèvement au rejet, il faut avoir une vision précise de tous les circuits de l'eau dans l'économie d'un pays. Et là aussi, ça fait partie des exercices que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'ai fait un petit schéma global de montrer l'influence humaine dans le cycle de l'eau mondiale. On peut faire un schéma pour chaque pays du monde. J'en ai fait plusieurs, y compris la France, bien sûr. Et puis on peut le faire par continent, on peut le faire pour le monde. On change à chaque fois d'échelle. Et à chaque fois, on essaie d'avoir un bilan cohérent. C'est-à-dire que tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort. Ça, c'est la règle de base de la comptabilité banale, financière, et on peut l'appliquer à l'eau. Donc voilà des sujets qui m'ont toujours un peu excité. Là, j'en ai fait pas mal. Et j'en referai encore, sans doute, dans quelques temps. On peut aussi faire de ces schémas des prévisions. Faire la prévision de ce que sera le cycle de l'eau dans 100 ans, en moyenne annuelle bien sûr, en sachant que le climat peut changer, que les demandes en eau humaine vont changer, enfin tout varie. Hein. Donc on peut aussi faire de cette approche comptable un outil de prévision pour analyser les problèmes futurs. Jean, donc on voulait aborder un autre aspect de votre grande carrière, donc l'aspect carte hydrogéologique. Et donc une question se pose, donc comment on passe d'une carte hydrogéologique à l'échelle du 50 millième, comme vous avez pu faire en France donc, dans les années 70-80, à une carte à l'échelle mondiale, avec le projet WideMap qui s'est fini donc, il y a 2 ans. Donc, comment vous avez vécu aussi ce changement d'échelle au cours de votre carrière? J'ai toujours pensé que la cartographie était un langage que j'ai affectionné autant que l'écriture. Pour moi, c'est une forme de langage qui avait l'intérêt de ne pas être lié à une langue, qui est donc par définition multilingue. Mais j'ai toujours imaginé qu'il fallait faire des légendes appropriées. Les sujets de la cartographie sont quand même variés. Le début, c'est ce qu'on a appelé la carte hydrogéologique. Ça consistait à représenter ce qu'on savait sur une nappe souterraine, aussi bien sur l'aquifère que sur l'eau. Donc ça commençait à faire des cartes à assez grande échelle. Mais la première carte, ça a été au Maroc, d'ailleurs, au 50 millième. Et plus tard, j'ai commencé à en faire d'autres. J'en ai fait une autre au 100 millième au Maroc aussi, la région Fès-Meknès, qui représentait à la fois des informations sur l'aquifère et sur l'eau. C'était toujours les deux volets de la cartographie, l'eau et l'aquifère. Alors plus tard, quand je suis venu en France, j'ai commencé à lancer l'idée un peu folle de dire qu'on allait faire une couverture de la France au 50 millième, comme la carte géologique, qui était un peu osée. Mais enfin, on en a quand même fait plusieurs, et j'ai même fait la première comme exemple, et puis d'autres collègues en ont fait d'autres. Après, au 50 000, la première feuille, ça a été la feuille d'Ouai, dans le Nord. C'est là que j'ai fait la maquette, et on avait expérimenté une légende appropriée pour la France, avec une façon de représenter les aquifères, les nappes souterraines, des données sur les profondeurs, sur les niveaux piézométriques, etc. Donc c'était un premier exercice de synthèse cartographique, et on en a fait d'autres collègues en ont fait après en France, et puis petit à petit on a fait des échelles un peu plus petites, plus régionales. La cartographie par feuille n'était pas sans doute le meilleure formule. D'ailleurs au Maroc déjà on avait fait des cartes qui n'étaient pas des cartes par feuille régulière comme la carte géologique, mais des feuilles par ensemble naturel. C'est comme ça d'ailleurs j'avais fait la carte du bassin de Fès-Meknès, c'était pas une carte régulière. Alors petit à petit on a fait ensuite des cartes qui étaient sur des sujets plus différents, plus variés que la simple hydrogéologie, notamment des cartes sur les qualités de l'eau, sur les risques de pollution. On a même fait une carte sur les coûts de production de l'eau souterraine, qui était une carte de la France entière au millionième encore, donc des échelles un peu plus synthétiques, mais qui avaient une seule information, qui était destinée toujours à des lecteurs, à du public,
à qui on pensait qu'une présentation géographique d'une information était facile à comprendre, plus que des pages entières de rapports ou de livres. Donc ça, la cartographie m'a toujours paru un bon moyen de communication. Et petit à petit, j'ai participé à des cartes ailleurs qu'en France, à l'échelle internationale. On m'a commandé plusieurs fois des cartes dont j'avais un peu l'expérience. J'ai fait la carte de Haïti, par exemple. Puis après, une carte plus orientée vers ce qu'on appelle les systèmes aquifères, qui était déjà plus théorique, du Niger. J'ai fait ensuite une autre carte comme ça, plus hydrogéologique, dans une région où il n'y a pratiquement pas d'eau, c'était le Hogar. Donc c'était un peu osé de faire une carte hydrogéologique, mais c'était une commande de la Banque mondiale pour faire une carte sur une partie du Sahara. Donc j'ai essayé de faire ça, et bien sûr avec des collaborations de collègues algériens à l'époque. Donc voilà mes petits travaux de cartes. Et puis petit à petit, j'ai participé à des cartes collectives avec d'autres collègues, et notamment la carte d'Afrique au 5 millions, qui a fait la carte d'Afrique entière en plusieurs feuilles. Et puis en dernier lieu, la dernière étape, ça a été la carte appelée WIVAP, lancée par la IH du monde entier. La carte du monde qui est tirée maintenant à 2 échelles, aux 50 millions et aux 25 millions. Donc c'est des échelles de plus en plus petites, donc de plus en plus synthétiques. Et à ce moment-là, il faut toujours s'interroger, savoir qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce qu'il est utile de montrer, qu'est-ce qu'il est à la fois possible et utile de montrer, et pour qui on les montre, quel est le public qui regarde des cartes comme ça. Bon, c'est des cartes un peu de vulgarisation, mais qui fournissent à chaque fois quand même certains messages sur la variété des situations, des conditions. Voilà en gros l'objectif de la carte. La carte donc en soi est un moyen de communication qui peut être à la fois une illustration, un complément de livres, de textes, mais qui peut être aussi un document en soi, qui est un simple, comme la carte du monde, il n'y a même pas de notice explicative. Alors Jean, on a parlé des cartes géologiques, hydrogéologiques, effectivement. On a évoqué les systèmes aquifères. On souhaitait parler plus précisément du référentiel hydrogéologique et comment on est arrivé à mettre en place le référentiel hydrogéologique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? D'abord, on ne l'appelait pas référentiel au début, le mot est venu plus tard. Je ne le connaissais même pas moi-même, je ne l'employais pas donc. Mais enfin, on avait pensé à l'idée qu'il fallait moderniser la base de données qui se faisait au Bergem, qui s'appelait l'application du code minier. C'était ça. Donc il y avait une base de données et les renseignements ponctuels sur les points d'eau, surtout les forages et quelquefois les sources, et se référaient à des notions de domaines de nappes souterraines qui n'étaient pas très claires et qui étaient souvent liées au bassin ou à des notions purement géologiques. Par exemple, on disait la nappe de la Beauce, etc. Donc j'avais pensé qu'il fallait faire une bonne fois une définition. J'ai introduit le mot système aquifère de la France. Système aquifère voulait dire tout domaine. C'était déjà des petits modèles conceptuels définis au moins par des contours qui avaient une certaine logique. Ça ne voulait pas dire que tous étaient à modéliser, mais tous étaient des candidats à des modèles. Donc il y avait déjà une notion essentiellement de définir des conditions limites. Donc je me suis dit, je vais regarder la carte de France et partout tracer ce qui peut être des limites de systèmes aquifères, y compris certains qui avaient déjà été modélisés. On en avait fait déjà quelques-uns. Mais je me suis dit, je peux faire remplir le territoire français entier. Alors j'avais quand même exclu les grands domaines de socle, où la notion de système ne se définissait pas de la même manière, donc j'avais pensé que là, il suffisait de prendre les sous-bassins hydrographiques qui correspondaient pratiquement à des domaines d'écoulement souterrain, qui étaient toujours liés à des petits cours d'eau. C'était assez petit comme taille. Donc j'avais aussi eu le souci de ne pas aller trop loin dans les petits. Il m'était dit moins de 100 km², c'était moins d'1 cm² à l'échelle de la carte au million. Je me suis dit, c'est pas la peine. Donc j'avais comme ça trouvé en gros 250 systèmes aquifères qui avaient au moins 100 km². Et c'était à la fois des nappes libres, donc il y avait un premier étage, mais il y avait aussi déjà, j'étais obligé de penser qu'il fallait penser aux étages inférieurs, les grands aquifères profonds, commencé par l'Albien du bassin de Paris, étaient aussi des systèmes aquifères, donc ils ne pouvaient pas se représenter sur la même carte. Déjà on avait le problème des dimensions. À 2 ou 3 dimensions. Pour revenir sur le travail de délimitation des systèmes aquifères, le nom est devenu BD-LISA, c'est-à-dire base de données de limite des systèmes aquifères. Alors, en hommage, effectivement, Lisa, un hommage, un clin d'œil qui vous est rendu, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette Lisa, justement?
Ben, Lisa, c'est un bon jeu de mots parce que c'est un clin d'œil qu'on fait à mon hobby principal qui est de m'intéresser à la Joconde, non pas tellement en tant qu'œuvre d'art célèbre que tout le monde connaît, mais plutôt l'usage qu'on en fait. C'est ça, mon rôle n'est pas tellement de... Je suis collectionneur plutôt des avatars qu'on fait subir à cette œuvre célèbre et moi-même j'en fais. Donc on va partir de votre première publication en 1953. Oui, 53, c'est la date de publication, mais le congrès d'Alger où j'ai présenté ça, c'est 1952. C'était la première réunion internationale où j'allais avec une partie consacrée pas seulement à la géologie, mais il y avait quand même une section d'hydrogéologie. Et là, j'ai fait connaissance de mes confrères hydrogéologues d'Algérie et d'autres pays qui arrivaient là. Je me souviens qu'il y avait un professeur russe en particulier, avec qui j'ai parlé, enfin, et j'ai découvert le Sahara aussi cette même année. Enfin, ça, c'est pas une autre affaire de publication. Autre exemple de référence. Alors ça, c'est ma première publication de synthèse sur la France, qui a été provoquée par Jacques Baudel. Il était à l'époque le directeur du service géologique et il m'a poussé à faire un bouquin sur la France, mais il voulait y coopérer. Donc on a été d'accord, on a fait ce bouquin ensemble. Et donc c'est la France, on passe à la la première Méditerranée. synthèse sur la France, faite pour un public assez large. C'est pas un bouquin trop scientifique. De même, à une époque beaucoup plus récente, j'ai fait une synthèse de mes travaux au plan bleu. Alors là aussi, sur une grande région, c'est l'ensemble du monde méditerranéen, une synthèse générale, et pas seulement sur l'eau souterraine. C'était l'eau en général, les ressources, les besoins et la prospective, puisque quand j'ai commencé à travailler au plan bleu, c'est là où j'ai compris les approches et les résultats et les incertitudes de la prospective dans le domaine de l'eau, prospective des ressources et des besoins. Et là, pour le moment, on n'allait qu'à 2025 encore. Maintenant, je pense qu'on va continuer à mettre à jour ces travaux 2050. On change d'échelle, on Alors finit ça, par le monde. Alors ça, c'est maintenant l'échelle a encore changé, c'est le monde entier. Ça a été une commande de l'UNESCO qui m'avait demandé, c'était Alicia Aurélie, qui est toujours la responsable des eaux souterraines à l'UNESCO, que je connais depuis plus de 20 ans, qui m'a commandé ce bouquin, que j'ai fait avec plaisir, rédigé pendant l'année 64-65. Ça commence à être un peu vieux. On avait 2 ou 3 ans avant de l'éditer, et il n'existe qu'en français, mais il est en cours, il vient d'être fini, d'être traduit en anglais, il sera bientôt publié, on ne sait pas encore très bien par quel éditeur, mais la traduction est prête, une version anglaise qui sera mise à jour. Donc ça, c'est un exercice destiné à un public assez large, pas tout à fait le grand public, mais des enseignants, des fonctionnaires, des politiques de l'eau, pour donner une série de messages sur ce que sont les eaux souterraines, quelle est leur géographie dans le monde, leur rôle économique, enfin il y a une série de messages là-dedans qui, je crois, en passe bien. Et il y a beaucoup de cartes aussi. Et donc, vous avez également écrit pour le grand public. Alors ça, j'ai été entraîné par un collègue avec qui je fais des bouquins faciles, qui s'appelle André Assian, qui travaillait au CEMAGREF, qui s'appelle maintenant l'IFTRID, je crois qu'il a changé de nom. ISTER, voilà. Le CEMAGREF, il y a un groupe important d'hydrologie, donc c'est un travail de collaboration entre hydrogéologues et hydrologues, mais pour faire des messages sur l'eau dans le monde, les problèmes de l'eau donc pour le très grand public. Alors le premier s'appelle « Allons-nous manquer d'eau ?» Il répond à des questions simples que se pose vraiment le grand public. C'est des petits bouquins qui sont faits plutôt pour les journalistes ou les politiques de l'eau, à qui on fait passer quelques messages. Un autre qu'on a fait, qui est un peu plus complet, sur lequel j'ai davantage travaillé personnellement, c'est pour la collection Idées reçues. C'est les éditions du Cavalier Bleu font une collection qui s'appelle Idées reçues sur tout autre de sujets. Ils nous ont demandé, est-ce qu'on peut faire un livre sur l'eau, Idées reçues sur l'eau. Alors on s'est partagé le travail, on a trouvé une vingtaine d'idées reçues, généralement fausses, sur lesquelles on explique pourquoi elles sont fausses. Un exemple ? Alors, il y en a, je pourrais prendre... Les pays riches gaspillent plus d'eau que les pays pauvres. Oui, c'était une idée reçue, c'est faux. C'est vrai qu'il y a autant de gaspillage d'eau, sinon plus, dans les pays qu'on appelle pauvres, c'est-à-dire les pays qu'on appelle aussi en développement, dans ce domaine. Hein, c'est pas lié à l'abondance de l'eau dans l'économie qui fait qu'on gaspille plus ou moins. Alors, le problème était de définir qu'est-ce que c'est que le gaspillage, ce qu'on a essayé de faire, mais c'est moins facile. C'est pas si simple que ça, cette notion de gaspillage. C'est un terme facile à employer par les journalistes, mais souvent à tort. Hein.
Enfin ça, on a répondu à plusieurs questions, là, de dire, par exemple, l'eau c'est la vie. On a essayé, l'eau c'est la vie, mais c'est aussi la mort. Il y a énormément de morts par accident de l'eau, y compris les grandes catastrophes naturelles qui ont peu d'utilité, c'est les inondations, plus que les tremblements de terre. Donc on s'est amusé un peu à faire ce petit livre, à prendre le contre-pied d'un certain nombre d'idées fausses. Ce petit bouquin a déjà été... Et donc cette année, mon dernier bouquin, alors là, c'est toujours avec le même collègue Andréas Sion, hydrologue. On a fait ce bouquin qui vient de paraître il y a 2 mois. Il s'appelle Rivière et Rivaux. C'est pas un jeu de mots parce que Rivaux vient bien du mot rivière, hein, le rive. Les rivalités viennent des rives. Et c'est un bouquin sur donc les grands sujets liés aux classiques, donc que les médias racontent souvent, mais avec de belles illustrations qui ont été faites surtout par l'édition Coué, et sur les problèmes principaux des grands fleuves qui traversent les frontières. Enfin, on a voulu faire un petit bouquin là-dessus. Et ce bouquin vient de recevoir 2 prix, et j'en suis très heureux. Le prix Ptolémée, qui va être décerné au Festival de géographie de Saint-Dié au mois prochain. Il faut que j'aille recevoir ce prix. Et aussi le prix de la Société de géographie à Paris au mois de novembre. Il y aura une séance où on va aller recevoir le prix. Donc voilà. Mais je pense que le prix donnait surtout à la qualité de l'édition et de l'illustration. Il y a de belles images dedans. Vous êtes modeste. Y compris non, parce qu'on n'a rien dit de très nouveau là-dedans. Ah bon, d'accord. Vous avez assisté à la création, à la naissance de l'AIH. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'était au Congrès géologique international d'Alger, et c'est là que l'idée a été lancée. Moi, j'étais encore tout jeune débutant, je n'osais pas trop parler à ce congrès. C'est ça que j'ai fait ma première communication, d'ailleurs. Donc, elle a un peu l'âge de l'AIH, si on peut dire. C'était en 1952, donc. Ouais. Mais les 2 grands promoteurs, c'était Gilbert Castaldi, oui, qui était à l'époque directeur du service géologique de Tunisie, hein, et puis Drouin, qui était le patron de l'hydraulique agricole d'Algérie à l'époque. Donc c'est eux les 2 grands promoteurs. Alors ils ont simplement lancé l'idée. Et l'AIH après a été entérinée et officialisée à sa création comme association internationale au congrès suivant de Mexico, 4 ans après. Enfin l'idée quand même née à Alger, c'était une création un peu de l'équipe des hydrogéologues du Maghreb français, presque tous français. À côté de l'AIH, il y a une deuxième association, l'AIHS, qui a aussi traité en partie des eaux souterraines. Oui, bien sûr, l'AISH, c'est une ancienne association, mais elle ne fait pas partie de l'Union des sciences de la Terre, elle fait partie d'une autre union internationale. C'est pour ça que finalement l'hydrogéologie a toujours eu cette double appartenance de faire partie des sciences de la Terre, mais aussi les sciences de l'eau. Donc les hydrogéologues ont généralement toujours été présents dans les réunions internationales de l'AIH, bien sûr, mais aussi de l'AISH, qui a cette commission souterraine. Je me souviens bien d'avoir été à la réunion qui était à Helsinki, où le thème principal, c'était les cartes hydrogéologiques, déjà. Et c'est là où j'ai présenté mes premières cartes du Maroc, d'ailleurs. C'était à Helsinki, dans les premières années 60. Et donc les 2 associations vous ont décerné un prix? Ah ben, j'ai eu la chance d'accepter ces prix, ça m'a fait plaisir. Surtout que c'est des prix qu'on ne demande pas, sinon je ne les aurais pas acceptés. Mais, donc en fait, c'est une reconnaissance. En fait c'est l'UNESCO qui m'a proposé pour avoir ce prix qui est commun à l'UNESCO, à l'OMM et à l'AISH. Alors ça, ça m'a fait cet honneur de m'accorder ce prix en 2008. C'était dans une réunion à l'UNESCO, d'ailleurs, dont j'ai un bon souvenir aussi. En tant qu'enseignant et formateur, hein, j'ai une question un peu piège. La formation d'hydrogéologue qui a quand même beaucoup évolué pendant ces 50 ou 60 dernières années, quel avenir ou quelle tendance lui voyez-vous? La question principale que je me pose, est-ce que le mot hydrogéologue va désigner encore toujours un métier qui aurait beaucoup de variantes de spécialités, ou est-ce que de plus en plus l'hydrogéologue va être plutôt l'équipe
une équipe pluridisciplinaire, Oui. donc dans laquelle il y a des gens qu'on appellera hydrogéologues parce qu'ils sont des géologues de formation, et des gens qui ne sont pas de géologues de formation, mais plutôt hydrauliciens, chimistes, le tout formant une équipe pluridisciplinaire homogène pour travailler sur les sujets contemporains et futurs posés à propos des eaux souterraines. La matière reste toujours le rôle de l'eau souterraine dans l'eau et dans l'économie en général, mais je ne suis pas sûr que maintenant un seul homme peut couvrir toutes les spécialités. J'avais déjà commencé à voir cette équipe pluridisciplinaire dans ma vie marocaine. On avait déjà introduit un hydraulicien, je me souviens, dans l'équipe, c'était De Gélis. Et après, j'ai refait la même expérience quand on a lancé l'équipe du département d'hydrologie au BRGM. Au bout de quelques années, on a aussi mis dans l'équipe des hydrauliciens. Donc certains avaient aussi une formation de géologue, c'était comme Marc Bonnet, mais pas tous. Et donc on a très vite compris que l'ensemble des travaux à faire n'était pas du ressort d'un seul métier, il fallait en avoir plusieurs. Les coûts Alors bien sûr, il faut qu'il y ait une coordination de l'ensemble, il faut qu'il y ait une culture générale. Là, c'est un peu avec l'ancienneté qu'on l'acquiert, mais je ne pense pas qu'à l'avenir, le mot hydrogéologue va désigner la même chose qu'il y a 50 ans. Sûrement pas. Alors, dans tout ce que vous nous avez dit pendant cet entretien, la notion ou la formation de géologue vous paraissait en tous les cas essentielle dans le métier d'hydrogéologue. Comment cette vocation vous est venue? Alors, je ne suis pas sûr que j'avais une vocation parfaite, mais c'était plutôt que j'étais moins tenté par les branches qui étaient à l'époque en développement. Quand j'ai fait mes études de géologie, c'était pas encore en vue d'hydrogéologie, c'était de la géologie tout court, ouais. À l'université de Paris où j'ai commencé, puis après à l'école de Nancy où j'ai pensé qu'une seule année. J'étais pas très attiré ni par le pétrole, ni par la mine. Donc il restait l'eau. Ça m'attirait davantage, et ça me plaisait plus. Puis j'étais un peu attiré très vite par des anciens amis qui avaient été partis au Maroc un an avant moi, qui m'ont attiré au Maroc, qui faisaient déjà de l'hydrogéologie, et ça m'a plu. Et donc c'était peut-être pas une vocation très très réfléchie, mais c'était plutôt parce que je préférais ça au reste, dans les applications de la géologie, ça me plaisait plus. Ouais, ma question allait plus loin, moi c'était comment cette passion pour la géologie vous était venue? Ah ben ça c'est plus difficile à faire. Moi. Quand j'étais lycéen, j'aimais bien je commençais à collectionner les cailloux, enfin, les sciences naturelles m'avaient toujours plu en général. Je suis Bernard Blavaux, professeur d'hydrogéologie pendant 40 ans, enfin enseignant d'hydrogéologie pendant 40 ans et ayant formé quand même une quantité d'hydrogéologues encore en activité. Je suis actuellement président du comité français d'hydrogéologie et ma carrière d'hydrogéologue ou ma vocation d'hydrogéologue qui a commencé en 1962 est un peu à la charnière entre les débuts de carrière de Jean Marga et les promotions qui ont suivi. Laurent Chéry, hydrogéologue au BRGM, secrétaire du comité français d'hydrogéologie de l'AIH depuis 2001, en charge depuis une dizaine d'années de travaux sur les bases de données et les référentiels hydrogéologiques, essayant de reprendre quelques travaux sur la piste de Jean Marga. Donc Nathalie Dorfliger, donc je suis hydrogéologue, directrice de la direction eau, environnement et écotechnologie au BRGM. Donc hydrogéologue spécialiste des milieux karstiques et membre donc, de l'AIH depuis un certain nombre d'années, ayant fait mes études en Suisse en hydrogéologie. 96, une thèse sur de la vulnérabilité du karst avec des références aux travaux et aux nomenclatures de cartographie de la vulnérabilité des travaux de Jean Marga. Et donc membre de l'AIH en ayant commencé à être membre du groupe suisse d'hydrogéologie et également donc, du comité français d'hydrogéologie. Donc Serge Lallier, de formation universitaire, qui m'a amené à travailler dans diverses branches des sciences de la Terre. Je suis aujourd'hui plus particulièrement impliqué dans le domaine de l'hydrogéologie et je suis membre du comité français d'hydrogéologie. Damien Salquemre, hydrogéologue. Après plusieurs années à avoir travaillé sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, désormais hydrogéologue sur la région centre et membre de l'AIH depuis plus de 5 ans.
Jean Margat. Je suis né à Paris en 1924. J'ai fait des études de géologie après à Paris à la Sorbonne, puis à l'école de Nancy en 1947. Et depuis 1948, j'ai exercé le métier d'hydrogéologue de terrain, puis de plus en plus en bureau au Maroc pendant presque 15 ans, et puis au BRGM ensuite pendant longtemps, jusqu'à l'âge de ma retraite en 89. Depuis, je continue à avoir quand même quelques activités scientifiques et plus tout à fait professionnelles, mais je ne m'ennuie pas en continuant à fréquenter le monde des hydrogéologues. Je suis membre de l'AIH aussi depuis sa création.